Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine. Voilà la pile de la semaine, les livres que j'ai lus en partie. Certains je les ai terminés, dans le cas de 3 d'entre eux, et puis 2 autres sont en cours de lecture, l'un à peine commencé, l'autre bien avancé. Alors, ces livres, je vais en parler de manière libre, parler des auteurs, parce que les auteurs et les autrices de ces livres, ou plus précisément les auteurs et l'autrice de ces livres, sont des gens qui nous parlent d'eux et qui sont dans leurs livres. Alors, ce que j'ai principalement lu cette semaine, c'est la correspondance de Gérard de Nerval. Et c'est très intéressant que de lire ici dans le premier volume de cette Pléiade assez ancienne, cette vie de Gérard de Nerval par ses lettres, quelques lettres qu'on lui écrit, et surtout des lettres que lui-même écrit, et petit à petit on voit s'installer, ou pas tout à fait s'installer, mais rôder, cette folie dont on a parlé à propos de Nerval. De quoi s'agissait-il? C'est assez vague, en tout cas quand on lit uniquement la correspondance. Il écrit à son fameux docteur, le docteur Blanche, il écrit beaucoup à ses amis, à ses éditeurs, à son père, et il est très intéressant de suivre ce qui pourrait s'apparenter à une descente aux enfers, et qui est sans cesse dans une sorte d'attitude positive. Je sors, je ne suis pas si malade que ça, alors qu'il délire, il y a tout un monde de fantasmes mystiques qui le dévore à certains moments. Mais il revient et il veut publier ses livres. Il écrit, il continue d'écrire. Même durant les dernières années, il a voyagé beaucoup. Aussi, le voyage en Orient et ses voyages du côté de l'Allemagne. Alors ça, c'est ce que je lirai sans doute bientôt dans le 2e volume de cette Pléiade. Et puis ses livres aussi sur les Illuminés, dont il est peut-être l'un des représentants. En tout cas, il a beaucoup lu ce genre de littérature un peu étrange. Ça lui est monté à la tête peut-être. Et puis, donc on suit cette vie de Gérard de Nerval, ce qu'il écrit à pas mal de gens. Il a beaucoup d'amis, semble-t-il. Du moins, c'est l'impression qu'on a quand on lit sa correspondance. Alors, lisons peut-être un tout petit bout au hasard. Voilà une lettre qu'il écrit le 2 décembre 1853 au docteur Émile Blanche, qui tenait une clinique. Qu'est-ce qui s'y passait? C'est assez mystérieux, du moins là aussi, je n'ai pas fouillé beaucoup plus. Mais il écrit donc à son docteur, le 2 décembre 1853, « Mon cher monsieur Blanche, je vous ai vu toujours si bon pour moi que j'espère que vous me donnerez encore quelques consolations. Cette retraite de quelques jours, donc il est passé à ce moment-là plusieurs fois dans la clinique à Passy chez le docteur Blanche, et puis il revient, il repart en Allemagne, il revient dans la capitale à Paris, etc. Et à la fin de sa vie, c'est des allers-retours qui vont se terminer très mal. Bref, il écrit « Cette retraite de quelques jours m'est bonne sans doute, mais voyez ce que vous pourrez faire pour l'adoucir. Vous savez que je n'ai jamais songé à vous quitter, quoique j'en ai eu les moyens. Un jour, je vous ai écrit en plaisanterie que je me comparais à Ovide. Ovide, poète exilé. C'était bien peu, puisque la veille, je m'étais cru un demi-dieu. Mais il n'était pas vrai que j'eusse eu les torts d'Ovide envers Octave. Mes pensées ont toujours été pures. Laissez-moi donc la liberté de les exprimer. Je vous envoie des pages qui doivent être ajoutées à celles que je vous ai remises hier. Je continuerai cette série de rêves, si vous voulez, ou bien
je me mettrais à faire une pièce, ce qui serait plus gai et rapporterait davantage. Alors ces rêves, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être ce qu'on a lu dans Aurélia, où il raconte de l'intérieur ses expériences mystiques ou folles, difficile à donner un qualificatif précis. Mais il me faudrait un peu de distraction et de conduite. Choisissez un de mes amis qui se charge de surveiller mes affaires littéraires, si je ne le puis moi-même, car là est le seul espoir de ma guérison et le seul moyen de reconnaître vos soins. En travaillant seulement 3 à 4 heures par jour, je puis me remettre au courant. Prenez tout cela en considération et ne m'oubliez pas. Votre tout dévoué Gérard, ce vendredi. Voilà. Une lettre à son docteur. On voit, il veut écrire et il écrit quand même, mais ça devient de plus en plus difficile. On sent un personnage de plus en plus fatigué qui cherche à se rassurer et puis tout ça se termine par cette dernière lettre très courte mais qui est assez significative, ou qui a fait couler beaucoup d'encre en tout cas, une lettre à Madame Labrunie, sa tante, Gérard Labrunie de Nerval, voilà son nom. Labrunie, il écrit souvent à son père, qui s'appelle aussi Labrunie, donc il écrit à Madame Labrunie ceci, le 24 janvier 1855. « Ma bonne et chère tante, dis à ton fils qu'il ne sait pas que tu es la meilleure des mères et des tantes. Quand j'aurai triomphé de tout, tu auras ta place dans mon Olympe, comme j'ai ma place dans ta maison. Ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche. » Et c'est après cette lettre, la dernière, que Gérard de Nerval se pend. Mais il y a quelque chose de tout à fait fascinant à lire la correspondance d'un écrivain et d'avoir aussi tout ce qui est le monde littéraire de l'époque, les autres écrivains à qui il écrit, les éditeurs, les gens qui tournent autour, et puis les gens qu'il rencontre. Il y a le musicien Franz Liszt par exemple, il y a plein de personnages qu'on rencontre par cet intermédiaire de lettres, reconstituées de manière un peu, j'allais dire bancale, on ne sait pas trop exactement toutes ces lettres. Il y a tout d'un coup des lettres qui sont juste des petits résumés, des petits billets, des petites choses, on ne sait pas trop ce que c'est, d'autant plus dans les moments où il perd un peu les pédales. Alors là, tout d'un coup, il entre dans des délires assez fous, et oui, c'est très intéressant, et ça donne aussi l'envie, et c'est pour ça que je vais continuer avec le deuxième volume de la Pléiade Nerval. Ça donne envie d'aller lire d'autres choses, notamment tout ce qu'il évoque dans ses voyages en Orient. Il écrit à son père depuis son voyage en Orient, en Égypte, etc. Il écrit à d'autres, à Théophile Gautier par exemple, et puis ses voyages en Allemagne, etc. Et donc on va encore revivre avec Gérard de Nerval, malgré cette dernière lettre qu'on vient de lire. Alors, ça c'est une première rencontre, parce que lire, c'est une forme de rencontre avec des gens. Alors évidemment, Gérard de Nerval, cette rencontre-là ne se fera jamais dans la réalité. Je n'ai jamais rencontré non plus Patrick Deville, même si le jour où j'ai acheté ce livre-là, c'était au Salon du Livre à Genève. Il était censé faire des dédicaces, mais je ne l'ai jamais vu. Je me suis peut-être trompé d'heure, je ne sais pas, donc je ne l'ai pas vu. Patrick Deville, qui est-ce? C'est un écrivain voyageur, et c'est un écrivain de romans sans fiction. Et ce livre-là, qui est écrit dans cette collection Fiction et compagnie, lui-même dit être dans la partie compagnie, et non pas dans la partie fiction, chez Seuil, et il
il écrit ça, je crois, d'ailleurs pour un anniversaire de cette collection-là. Et il écrit donc à partir là de son port d'attache, c'est-à-dire Saint-Nazaire, mais à partir en partant aussi. Et on fait le tour du monde et il raconte son projet extraordinaire de je ne sais plus combien de livres où il explore des lieux nombreux de la Terre sur un temps aussi assez précis entre les années 1860 et aujourd'hui, et où il raconte ces lieux, ce qu'il y fait, ce qui s'y est passé auparavant, sans la moindre fiction. Tout est vrai, du moins est-ce ce qu'il nous dit. Est-on obligé de le croire? Je pense qu'en effet, il est dans la vérité, mais dans une vérité qui est celle de quelqu'un qui va sur les lieux et qui lit énormément et qui parle beaucoup des auteurs. Alors, il fait venir des auteurs dans ce building de Saint-Nazaire où des gens du monde entier viennent écrire, viennent visiter les bateaux en construction, et puis il parle de cette activité de la lecture. Vers la fin du livre, voilà ce qu'il écrit. Devenir lecteur est l'œuvre d'une vie. Évidemment, moi qui parle des lectures que je fais toutes les semaines et qui lis beaucoup, c'est une phrase qui me parle de manière assez forte. Devenir lecteur est l'œuvre d'une vie. Il ne suffit pas de lire des livres pour être lecteur, mais de lire la bibliothèque. Lire la bibliothèque. Il ne suffit pas d'éditer des livres pour être éditeur, mais d'éditer des auteurs, d'attendre avec patience que ceux-ci, de livre en livre, rencontrent leurs lecteurs. Il y faut du temps et de l'acharnement, élaborer un catalogue où les livres se répondent et peut-être s'enrichissent. Depuis des dizaines d'années, les deux trajectoires du projet Abracadabra et du projet de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs n'étaient pas des voies parallèles, mais des tresses inextricablement liées. L'édition des panoramas bilingues m'offrait de découvrir des centaines d'œuvres, et du monde entier. Quelqu'un qui lit, qui traque les auteurs de partout. Des dizaines d'auteurs apparaîtraient dans ces 12 romans sans fiction. Donc ça, c'est son œuvre principale, encore en cours. Dans ce livre-là, je crois qu'il n'en fait pas tout à fait partie. Donc des dizaines d'auteurs apparaîtraient dans ces 12 romans sans fiction et constitueraient ma bibliothèque idéale. Écrivant Équatoria, j'éditerais et inviterais à Saint-Nazaire des écrivains angolais. Écrivant Kampuchéa, j'éditerais et inviterais des écrivains cambodgiens. La littérature est entreprise de longue haleine. En cet automne 2024, donc le moment où il écrit, alors que paraîtront ces pages sur Saint-Nazaire à l'occasion des 50 ans de la collection Fiction et compagnie, paraîtra dans la collection Les Bilingues de la Met. La Met, c'est justement ce lieu où il fait se rencontrer des écrivains eux-mêmes issus de lieux différents. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de la semaine passée. Un livre de l'écrivain bolivien Rodrigo Asbrun, etc. Voilà ce mélange où il parle de sa propre œuvre, ses romans, son fiction, qui font plusieurs fois le tour du monde dans plusieurs sens. J'ai pas exactement compris le principe exact, même si j'en ai lu déjà quelques-uns. Le Kampuchéa dont il parle ici, par exemple, je l'ai effectivement lu. Par contre, il parle d'un Équatoria que je n'ai pas lu. Bref, un auteur à suivre et qui montre qu'on peut écrire des romans sans fiction et que le monde lui-même est la vérité, la réalité même concrète, la géographie, la terre et la mer sont matière à écriture et matière à raconter, à se raconter, à raconter la multiplicité des mondes dans lesquels nous vivons. Multiplicité des mondes
dans lesquels nous vivons. Alors, on va aller dans la multiplicité des livres. Je parle d'abord des livres que j'ai terminés cette semaine. Alors, il y en a un très court que j'ai lu tout à l'heure, qui est une petite bande dessinée, un road movie de Fab Caro, Zai Zai Zai, qui est tout à fait étrange. On est vraiment dans un absurde ou qui tire un peu certains clichés et certains propos vers l'absurde. Mais quand on y réfléchit, on se dit peut-être que il y a, il y a du vrai dans l'exagération. Ici, on est dans la fiction, mais la fiction que la réalité rejoint. Aujourd'hui, on a quand même très souvent ce sentiment-là de vivre dans une sorte de dystopie où la réalité est encore plus absurde que la fiction. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce Zai 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 et ce road movie de Fab Caro? Bien, ça commence dans un supermarché et à la caisse. Voilà, ça vous fera 37,50 €. Vous avez la carte du magasin. Oui, oui, bien sûr, il fouille dans son pantalon et il se passe quelque chose de terrible. Je suis désolé, je crois qu'elle est restée dans mon autre pantalon. Il n'avait pas sa carte du magasin sur lui. Et c'est un scandale absolu. Alors il y a ensuite le vigile qui essaye d'intervenir en faisant une galipette en arrière. Enfin, un autre nom que ça, mais en gros, c'est ça. Il tente donc le client pris en faute parce qu'il n'a pas sa carte du magasin d'attaquer le vigile avec un poireau. On voit bien que tout ça est totalement absurde, mais en même temps, il y a cette espèce de sérieux des romans policiers ou des journalistes qui parlent des faits divers. Et donc, tout d'un coup, ce type qui n'avait pas sa carte du magasin se retrouve ennemi public numéro 1. Et puis, on se rend compte qu'il est auteur de BD, comme Fab Caro. Et évidemment, tout d'un coup, il y a la présence de l'auteur. Il y a également des scènes vraiment assez bizarres. Il fuit, il va être traqué par la police, vouloir faire du stop, mais on ne le prend pas. Parce que, pour une raison assez étrange quand même, je ne veux pas vous prendre, je suis assez individualiste, je préfère être seul et écouter ma musique tranquille que d'avoir à engager une conversation avec quelqu'un que je ne connais pas. Voilà, une excuse assez étrange pour ne pas prendre quelqu'un en voiture, surtout que la voiture s'arrête. Et puis il va rencontrer une amie d'enfance, il y a des débats à l'Assemblée nationale où, là encore, quelqu'un dit « Et j'en appelle ici au ministre de l'Intérieur. Ne pouvait-on pas, au pays des droits de l'homme, laisser sa chance à quelqu'un qui, s'il dit vrai, a peut-être laissé sa carte du magasin dans son autre pantalon ?» Voilà. Et on a les rangs de l'opposition à cette parole-là qui fait « ouh, ouh, ouh », sauf une personne, parce qu'elle n'a pas entendu le dernier mot. Et c'était le mot pantalon, puis après la personne eut quand même. Il y a des chanteurs de gospel qui apparaissent sur la route. Bah, tout ça est tout à fait bizarre, tout à fait étrange. Il va rencontrer notre fuyard, une ancienne amie d'école en Lozère, dans un coin où il n'y a aucune connexion internet. Il lui raconte toute sa vie, ou il raconte qu'il était amoureux d'elle quand il était enfant, alors qu'elle ne l'a jamais vue. Elle se souvient d'une chose, c'est que on t'avait vu l'arrêt du cul et tout le gymnase était mort de rire. Timo grimpait au perche et puis il est invité dans la maison de cette femme avec son mari et lui il est assis sur le canapé pendant qu'eux font des galipettes. Bref, tout ça est très étrange, mais c'est un peu notre monde quand même et c'est ce que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est qu'on est dans l'absurde et en même temps c'est bourré de mots clichés. Il y a des journalistes qui disent que les journalistes qu'on entend disent.
Par exemple, ici, nous retrouvons sur place Nathalie Martois-Brossard. Nathalie, est-ce qu'on en sait un peu plus? Écoutez Bruno, non. Au moment où je vous parle, nous ne savons absolument pas ce qu'il se passe. Il pourrait très bien s'agir d'une prise d'otage, mais nous n'avons aucune information dans ce sens pour l'instant. Et si prise d'otage il y avait, rien n'indique à l'heure qu'il est, quel serait le nombre d'otages impliqués. Donc, on brode sur rien, quoi. Et ça, c'est quand même les journalistes. Et puis, il y a la punition suprême. Alors, il y a la peine de mort qui est discutée, mais finalement, notre personnage est condamné à un karaoké. Voilà, donc tout ça est très très bizarre. Et je dois dire que je me suis bien amusé à lire ça. Vous savez, on lit des choses plus noires, plus sombres, et puis tout d'un coup, ça fait du bien quand même de lire des choses comme ça, mais qui sont pas si bêtes que ça. Et puis, pour continuer dans mes lectures en cours, alors il y en a encore deux. Lecture qui m'a pas mal occupé cette semaine et que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup, c'est Les Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir qui nous raconte véritablement sa vie intérieure, son évolution dans un carcan familial qui ne la comprend pas et qu'elle ne comprend pas, et qui s'émancipe petit à petit et difficilement de ce monde-là, de ce monde très croyant, chrétien, alors qu'elle va balancer tout ça, très bourgeois, alors qu'elle va, elle aussi, petit à petit, elle n'y est pas encore, où j'en suis à la page 316, se séparer de sa classe sociale. Elle rencontre des gens qui la déçoivent à peu près tous. Bref, c'est très très intéressant. Elle perd la foi. Elle commence à écrire, à penser justement contre ce qu'on voudrait qu'elle pense. Elle se fâche avec sa mère pour ces raisons-là. Et tout ça est raconté avec une sorte de sincérité qui est très 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 parlante. Voilà par exemple un passage qui m'a beaucoup frappé. Un soir, à Mérignac, je m'accoudai comme tant d'autres soirs à ma fenêtre. Une chaude odeur d'étable montait vers les glacis du ciel. Ma prière, donc elle était croyante et priait, croyante au point d'être dans un rapport quasi mystique à la religion. Ma prière prit faiblement son essor, puis retomba. J'avais passé ma journée à manger des pommes interdites et à lire dans un Balzac prohibé l'étrange idylle d'un homme et d'une panthère. Avant de m'endormir, j'allais me raconter de drôles d'histoires qui me mettraient dans de drôles d'états. Ce sont des péchés, me dis-je. Impossible de tricher plus longtemps. La désobéissance soutenue et systématique, le mensonge, les rêveries impures n'étaient pas des conduites innocentes. Je plongeai mes mains dans la fraîcheur des lauriers cerises, j'écoutai le glou-glou de l'eau et je compris que rien ne me ferait renoncer aux joies terrestres. Et là, elle ouvre un guillemet. Je ne crois plus en Dieu, me dis-je, sans grand étonnement. C'était une évidence. Si j'avais cru en lui, je n'aurais pas consenti de gaieté de cœur à l'offenser. J'avais toujours pensé qu'au prix de l'éternité, ce monde comptait pour rien. Il comptait puisque je l'aimais, et c'était Dieu soudain qui ne faisait pas le poids. Il fallait que son nom ne découvrît plus qu'un mirage. Depuis longtemps, l'idée que je me faisais de lui s'était épurée, sublimée au point qu'il avait perdu tout visage, tout lien concret avec la terre, et de fil en aiguille, l'être même. Sa perfection excluait sa réalité. On voit aussi la philosophe, évidemment, dans cette réflexion-là, mais incarnée, cette perte de la foi contre sa famille, et une famille qui ne comprend pas cette perte de la foi, quelque chose qui n'est pas envisageable pour ses parents, et ses parents qui ont des idées bien à droite, et elle va évidemment pencher largement de l'autre côté, elle va faire des rencontres, elle
est vaguement amoureuse d'un de ses cousins avec qui on voudrait la marier, mais finalement elle se rend compte que là aussi tout cela est fort limité. Les gens qu'elle rencontre ne la satisfont pas. C'est avant la rencontre avec Jean-Paul Sartre, évidemment, qui amènera à la force de l'âge, la suite de ses mémoires que je vais sans doute aller aussi voir. Et c'est vraiment, vraiment l'histoire d'une pensée et d'une personne en train de se construire, mais avec une force, parce qu'elle se construit contre son monde. Et ça, c'est assez fort. Et puis, donc je reparlerai évidemment de Simone de Beauvoir, parce que je n'ai pas terminé ce livre-là et j'ai bien envie de lire la suite. Et puis un gros livre que j'ai commencé à peine, donc je vais aussi pour l'instant en parler à peine, c'est Laurent Mauvigné, La Maison Vide, ce gros roman qui a obtenu le prix Goncourt en 2025. Et cette maison familiale vide qu'on redécouvre et dont on va redécouvrir aussi les habitants, habitants disparus, habitantes aussi, disparus et disparus même des photos. Il est question d'une grand-mère, je crois, qui est effacée de toutes les photos, sauf d'une où elle est enfant. Et puis tout ça se trouve dans une commode qu'on va fouiller. Et d'ailleurs, fouiller, c'est le premier terme, le premier mot du livre. Lisons le début, je ne vais pas en parler longtemps parce que je n'en ai lu pour l'instant que 40 pages, enfin même pas, puis ça commence pas à la page 0, donc j'ai lu 30 pages de ce livre qui en fait plus de 700, donc j'aurai le temps de vous en reparler, mais juste pour entrer dans la maison vide, fouiller. J'ai fouillé partout où j'étais, pour ainsi dire, sûr de la retrouver les yeux fermés. J'ai fouillé partout où j'étais certain qu'elle se cachait. Puis, dans les endroits où j'étais convaincu que je ne la trouverais pas, mais où je me suis raconté qu'elle avait pu échouer par je ne sais quel coup du hasard, me doutant bien qu'il était impossible qu'elle y soit sans que personne l'y ait mise. Et depuis quand elle aurait atterri là ? Je la revois dans les tiroirs de la commode. C'est par ici qu'il fallait commencer, j'en étais sûr, par cette commode centenaire héritée de mon père, avec son plateau de marbre gris et rose fondu à l'angle supérieur gauche, son triangle presque isocèle qui n'a jamais été perdu et qui reste là flottant comme un îlot en forme de part de tarte ou de pizza, mais cassé depuis quand et par qui, et qui n'a jamais été perdu ni jeté, même si la commode en un siècle n'a sans doute pas subi un seul déménagement, ou quelques-uns qu'elle n'aura vécu qu'à l'intérieur de la maison, passant peut-être traînée par 2 saisonniers réquisitionnés pour l'occasion du rez-de-chaussée, j'avais tourné 2 pages en même temps, du rez-de-chaussée au couloir de l'étage, pour finir ici dans la chambre du cerisier, qu'on appelle chambre du cerisier depuis toujours, en sachant que ce toujours a commencé bien avant moi et avant mon père, qui lui aussi l'appelait chambre du cerisier. Depuis toujours, nous a-t-il affirmé, sorte de vérité antédiluvienne, nimbée d'une aura qu'on percevait dans l'intonation qu'il avait en prononçant ce toujours, l'air impressionné par le mot, surpris même qu'on lui demande confirmation, comme s'il avait ou s'il était indigné, qu'on ait pu imaginer, nous ses enfants, un avant le cerisier, un avant la chambre, comme si dans son esprit chambre et cerisier étaient liés depuis l'éternité. On voit d'emblée un souffle dans l'écriture qui s'attarde sur des détails et qui creuse le temps et le lieu, cette maison vide, qui n'est pas si vide que ça, qui est sans doute même beaucoup plus pleine qu'on ne l'imagine. Alors il cherche quelque chose, c'est la Légion d'honneur de Jules, l'un de ses ancêtres morts au champ d'honneur pendant la Première Guerre mondiale, dont il sera question par la suite avec d'autres personnages. Là, il va commencer
mais j'ai à peine commencé. Là, ce que je lisais, c'était le prologue, un bout du prologue. Et ensuite, il va évoquer une certaine Marie, Ernestine, et puis d'autres personnages. Et évidemment, on entre dans cette maison avec l'envie d'explorer ce vide si plein. Voilà, c'était les lectures de la semaine que je vais évidemment continuer, notamment celle de Laurent Mauvigné et celle de Simone de Beauvoir, et puis il y a des choses nouvelles qui arriveront sans doute tout bientôt, mais voilà, les livres de la semaine, il y aura la suite de Gérard de Nerval aussi, et sinon je vous souhaite une bonne suite et à bientôt.